Bonjour, on est vendredi 27 janvier 2012. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, mais nous attendons toujours de voir ce qu'il en adviendra de la zone euro et tout dépend des discussions qui ont lieu en ce moment à propos de la dette grecque. Alors, la dette grecque, ça veut dire ce sont des emprunts émis par la Grèce et dont on n'est pas certain que les sommes seront remboursées à l'arrivée. Alors, il y a deux types d'acteurs qui possèdent de la dette grecque. Il y a le privé, c'est-à-dire des banques privées qui possèdent de la dette grecque et qui, si la Grèce ne remboursait pas la somme ou s'il ne remboursait pas totalement, eh bien, il y aurait des pertes à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi des organismes publics, comme par exemple des banques centrales européennes, parce qu'elles existent encore, même au sein de la zone euro. Il y a aussi, bien entendu, la Banque centrale européenne, parce que la Banque centrale européenne a accepté de prendre en pension, comme on dit, de la dette grecque en très très grande quantité. En fait, bon, il y a beaucoup de gens qui se sont délestés de leur dette grecque en la mettant en pension à la Banque centrale. Mettre en pension, ça veut dire que on donne en garantie ces instruments de dette, c'est-à-dire des emprunts qui valent autant parce que telle somme a été prêtée, et puis bon, il y a des intérêts aussi qui sont promis en cours de route jusqu'à ce que le remboursement ait lieu. Et donc, la Banque centrale européenne a accepté de prendre en pension de grandes quantités de ses prêts et a donné en échange à prêter de l'argent, en disant ça vaut autant. Bon, elle ne le prend pas, je dirais, à la valeur faciale, c'est-à-dire au numéro qui est écrit, au chiffre qui est écrit dessus. Elle demande un petit rabais, bon, si on donne à la Banque centrale en dépôt, si on met en dépôt un emprunt qui vaut 1 million d'euros, eh bien, il y a une décote, une légère décote par rapport sur la somme qui est prêtée. C'est-à-dire qu'on prêtera, je ne sais pas, je dis un chiffre au hasard, 980 000 euros au lieu du million. Mais quand même, bon, avec les chiffres dont on parle maintenant, c'est-à-dire des décotes de 50%, de 75%, il ne resterait pas, la Banque Centrale Européenne aurait prêté bien davantage que l'argent avec lequel elle se retrouverait à l'arrivée. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait le personnage clé dans ces négociations, c'est le représentant du syndicat, je dirais, des banques privées, l'IFF, et ce représentant, c'est monsieur Charles Dallara, et il est accompagné depuis quelques jours de monsieur Pierre Lemierre. Alors, j'ai eu la curiosité d'aller voir ce matin sur Wikipédia ce qu'on dit de monsieur Charles Dallara et de ce qu'on dit de monsieur Pierre Lemierre. Alors, ce monsieur Charles Dallara, dans Wikipédia, c'est très intéressant parce qu'on ne dit absolument rien de lui. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Alors, c'est quand même assez étonnant parce qu'il y a des gens dont la réputation, je dirais, bon, est intéressante, mais pas extraordinaire, dont on trouve une explication dans Wikipédia qui y sont exactement. Monsieur Charles Dallara n'est pas là. C'est le personnage clé, c'est la personne qui décide, en fait, je dirais, depuis pas mal de temps d'ailleurs, du sort de la zone euro, et il n'a même pas droit à une entrée dans Wikipédia. Alors, on dit maintenant que le numérique c'est l'avenir et tout ça. Il y a beaucoup de discussions, vous le savez, parce que bon, les gens s'énervent du côté des dirigeants de la liberté, et puis non, surtout de la fraude, des choses qui ne sont pas bien, qui se passent sur l'Internet. Et à Davos, dont certains journalistes outre-Atlantique s'étonnent que je n'y sois pas et supposent que si je n'y ai pas, c'est parce que j'ai une raison personnelle qui a dû m'empêcher d'y aller. À Davos, on a mis hier, il y a eu un communiqué hier à propos on s'inquiète beaucoup de la cybercriminalité. Alors le problème, c'est que on s'inquiète beaucoup à Davos de la cybercriminalité des gens qui sont plutôt en faveur de la liberté sur l'Internet, mais on s'inquiète beaucoup moins de la cybercriminalité de ceux qui sont, je dirais, du côté plutôt musclé des dirigeants d'entreprise. Alors, si on s'inquiète de la cybercriminalité, il faudra s'intéresser à la fois à celle en col bleu, comme on dit, et à celle en col blanc. Voilà, pas simplement s'intéresser, comme d'habitude, toujours, quand on s'intéresse aux criminels, à s'intéresser uniquement à ceux qui ont un col bleu. Alors, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient, cette distinction de col blanc et col bleu. En fait, c'est un livre de sociologie. J'aurais dû regarder dans Wikipédia comment il s'appelait. C'est un livre, à ma connaissance, c'est un livre des années 1940, un livre écrit par un sociologue américain qui avait introduit cette distinction il avait pris cette image des gens qui ont un col bleu et des gens qui ont un col blanc.
Alors voilà où nous en sommes. Donc, Monsieur Charles Dallara n'est pas dans Wikipédia. Si vous avez un peu de temps à passer ce matin ou dans la journée, je suggérerais quand même que vous écriviez pour ce Monsieur Charles Dallara une entrée à la fois au moins en anglais, en français et en allemand pour bien faire quand même, pour commencer, pour Monsieur Charles Dallara. Pour Monsieur Pierre Lemierre, c'est mieux parce qu'il y a quand même bon, c'est assez laconique, hein, c'est plutôt style télégraphique, mais enfin, il est quand même mentionné dans Wikipédia en français pour dire que c'est un ancien inspecteur des finances, qu'il a été à la tête de la Banque du développement régional européenne, et que depuis, je crois que c'est 2008, il est conseiller spécial de la banque BNP Paribas. Alors, c'est quand même peut-être inquiétant quand même que ce soit des gens dont on ne sait vraiment pas grand-chose qui prennent ces décisions très très importantes pour nous. Ah si, pour Monsieur Lemierre, il y a une référence, on peut dire, il y a une page qui lui est consacrée justement sur le site de la Banque européenne du développement régional. Mais quand vous suivez le lien, il est mort, comme on dit, c'est-à-dire ça n'existe plus. Voilà. Alors, ça pose une question générale, et cette question générale, je me la suis posée aussi, c'était quoi? C'était avant-hier. On me pose la question suivante, on me dit, est-ce que vous seriez prêt à soutenir une motion qui demanderait que la Banque centrale européenne rende des comptes, relève du Parlement européen, plutôt que d'être indépendante comme elle l'est maintenant? Et ma réaction immédiate, c'est de dire à la personne qui me pose la question, de dire, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des gens plus compétents au niveau d'une politique monétaire, au niveau de Parlement européen, plutôt que dans les banques centrales? Et ma réponse c'est plutôt non. Non pas que je crois qu'il y ait dans les banques centrales des gens qui connaissent bien la politique monétaire, il y en a quelques-uns parce que, par exemple, monsieur Jens Wellman, qui est à la tête de la Banque centrale allemande, c'est quelqu'un qui, à mon sens, comprend très bien comment ça fonctionne la monnaie. Mais par contre, on a par exemple aux États-Unis, comme vous le savez, on a monsieur Bernanke, dont les déclarations suggèrent qu'il n'a pas la moindre notion comment cela fonctionne vraiment. Si, il connaît le catéchisme monétariste inventé par monsieur Milton Friedman, ça c'est certain, mais il ne comprend pas comment ça fonctionne. Alors, la question quand même, c'est que remplacer un organe de décision, disons remplacer, je ne sais pas, le Conseil de la Banque centrale européenne, par des représentants du Parlement européen, il ne me semble pas que ce soit un grand bénéfice, parce que je dirais le niveau de savoir qui fonctionnerait serait à peu près le même. Alors pourquoi faire ce remplacement? Quand on pose la question, je crois qu'il y a quand même, il ne faut pas que je sois plus naïf que je ne le suis en réalité, il y a quand même dans cette question la suggestion que puisque personne n'y comprend rien, il vaut peut-être mieux, puisque les questions se résolvent à ce moment-là uniquement en rapport de force, il vaudrait peut-être mieux que ce soit des représentants du Parlement européen plutôt que des dirigeants bancaires. Parce que bon, les dirigeants bancaires, on sait exactement à quel milieu ils appartiennent, à quelle coterie, à quel type j'allais dire de savoir, mais c'est évidemment une erreur, à quel type d'expertise interne il renvoie, tandis que bon, le peuple représenté par les représentants, les membres du Parlement européen a peut-être d'autres vues qui seraient inspirées par autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que la question n'est pas quand même qu'on ne résoudra quand même jamais rien avant qu'on ait un peu compris comment tout ça fonctionne? Moi, j'ai pas le sentiment. J'ai pas le sentiment. Je pense pas que des décisions qui viennent du peuple sur la manière de gérer l'argent seraient plus éclairées que celles de la part de gens qui sont des économistes qui ont été élevés dans le sérail. Et ça nous renvoie à une question tout à fait générale, parce que si je suggère un petit peu qu'il faut un peu freiner avant de prendre des décisions, il faut d'abord essayer d'un peu comprendre comment tout ça fonctionne. La conclusion de cela, l'implication de cela, c'est que dans la responsabilité, c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, mais qui est véritablement responsable? Est-ce que ce sont les politiques? Est-ce que ce sont les financiers? Est-ce que ce sont les dirigeants des banques? Et ma réponse, c'est toujours la même, c'est que la responsabilité, la véritable responsabilité, depuis 200 ans, c'est celle des économistes.
Parce que quand même, ce sont quand même des gens qui sont à l'université. C'est des gens qui auraient quand même pu dire dans leur ensemble qu'on leur vendait des vessies, on faisait prendre des vessies pour des lanternes. Euh, Parce que, bon, ce sont des gens qui ont une éducation. Ils sont allés à l'école, ils sont allés à l'école primaire, ils sont allés au lycée, ils sont allés après dans le passer pas mal de temps sur les bancs des écoles. Et ils auraient quand même, bon, alors je vais quand même faire un petit laïus en faveur de ma propre vision des choses. Ils auraient quand même pu, comme moi, être choqués par ce qu'on leur racontait, avoir le sentiment que c'était des salades et aller faire autre chose. Parce que c'est quand même l'expérience que j'ai eue. Moi, j'ai d'abord été inscrit en faculté en sciences économiques. Et mes professeurs en face de moi, s'ils étaient suffisamment prêts, ont dû voir mes yeux qui roulaient de manière effarée à entendre ce qu'on racontait. Bon, alors, ceci dit, après quand j'ai fait sociologie et anthropologie, j'ai eu des professeurs, là, qui m'ont parlé d'économie. Et ça, bon, je peux mentionner quand même le nom de M. de Vleschauer, qui était un grand professeur d'économie, mais qui nous attirait notre attention sur le fait, justement, que nous avions raison d'être très critiques vis-à-vis de ce savoir qui était dispensé là. Euh, En sociologie et en anthropologie économique, j'ai entendu parler d'économie d'une manière qui faisait sens, et c'est à partir de là que j'essaie de rebâtir quelque chose. Je ne suis pas seul, on est quelques-uns. Il y a même des économistes qui font des efforts dans ce sens-là. Vous savez que mes conclusions débouchent souvent à des endroits où on trouve aussi des conclusions du même genre de M. Frédéric Lordon, qui, à ma connaissance, a une formation simplement d'économiste. Donc il y a moyen de le faire. Puisque Lordon l'a fait, il y a moyen pour d'autres, il y avait moyen pour d'autres économistes de le faire. Alors le fait que nous retrouvons en 2007, en 2008, et bon, je mets entre parenthèses, je dirais des météores, des gens comme Keynes, dont on dit qu'il est un économiste, mais dont son biographe, M. Skidelsky, dit à très grande raison que, en fait, on pourrait l'appeler n'importe quoi. Il avait la qualité de savoir comment, il connaissait le jargon qu'il faut utiliser pour parler à des économistes. Il y a des banquiers. Enfin, c'est pas le même pour les banquiers des économistes, mais enfin, il savait comment parler à des économistes. Mais sinon, ce qu'il faisait, c'était quelque chose de tout à fait différent. Mais à part ça, quand même, à part ça, en 200 ans d'efforts, là, du côté des facultés d'économie, on n'a vraiment pas produit ce qui pourrait nous être utile maintenant. On ne sait pas seulement qu'on n'a pas produit le savoir qui aurait permis de voir venir ce qui est venu, mais surtout, c'est qu'on n'a pas le savoir qui nous permet d'avancer. Dans toutes ces impasses où nous sommes, rigueur ou relance, dans toutes ces politiques monétaires, qu'est-ce qu'il faut faire, utiliser la planche à billets ou pas l'utiliser, dans toutes ces impasses dans lesquelles nous nous trouvons, on aurait pu quand même, en 200 ans d'efforts, de tant de personnes, produire un savoir qui sert à quelque chose dans ce type de circonstances. Alors, quand on m'a dit qui est responsable, bon, il y en a un peu, il y en a pas, j'ai été convié à, c'était quoi, il y a deux, trois jours, un débat c'est intéressant d'ailleurs, c'est Philosophie Magazine qui a créé, qui avait fait un débat dans la soirée. Pourquoi un débat dans la soirée et pas dans le journal? Parce que l'ensemble des personnes à qui on avait demandé, et il y a des beaux noms là-dedans, des très beaux noms, et ils sont nombreux, on avait demandé à des défenseurs d'une optique libérale de venir débattre avec moi pour faire un article dans la revue Philosophie Magazine, et ça n'a pas pu avoir lieu parce que l'ensemble de ces personnes s'est désisté. Bon, ce débat n'a pas eu lieu. Mais donc, on s'est quand même rencontrés dans un débat oral de Philosophie Magazine, et nous avons parlé d'un certain nombre de choses de cet ordre-là. Et ma réponse était toujours la même. Comment se fait-il que nous n'ayons reçu du côté des économistes aucun type de savoir qui pourrait nous être utile maintenant? Alors, la tâche la plus évidente, la tâche première, et je suis passionné, je trouve passionnant que, par exemple, bon, je suis allé à Paris pour cet exposé. Euh, et dans le train qui m'emmenait Vannes à Paris, il y a deux personnes qui m'ont abordé.
pour discuter de ce qui se dit sur le blog. Au retour, il y en a une autre. Et nous avons discuté, par exemple, une des choses dont nous avons discuté, c'est de la discussion qui a été produite qui a été lancée par Cédric Mass. C'est moi qui lui ai demandé s'il ne pouvait pas explorer un petit peu ça sur la bousous dans la notion de propriété. Alors, ça veut dire qu'on pense, ça veut dire qu'on pense. Il y a des gens qui me reconnaissent dans le train, plusieurs, et qui veulent qu'on discute de choses qui sont discutées en ce moment sur le blog. Ça veut dire qu'on comprend, on comprend à différents niveaux, et beaucoup de gens comprennent que ce qu'il faut faire, c'est avancer dans la discussion à ce niveau-là. Les grandes des décisions qui pourraient être prises par les uns et par les autres et qui ne seraient pas informées, qui seraient avant qu'on comprenne véritablement ce qui se passe à l'intérieur de ces mécanismes, elles me semblent prématurées. Mais le temps presse. Peut-être M. Charles Dollara et M. Lemierre, conseillers à la banque, à la BNP, vont tout faire sauter très rapidement, et il faudrait qu'on soit prêt. Et on ne le sera pas nécessairement. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'écris des livres, mais les livres, ça sort petit à petit. Il faut le temps que les gens les lisent. On fait des blogs, ça va plus vite. Ça va plus vite puisque voilà, ça peut être une semaine sur le blog et la semaine suivante, on peut en discuter dans le train entre nous. On fait un petit brainstorming improvisé dans les couloirs des trains. C'est pas une mauvaise idée, mais il faut aller vite. Il faut aller vite parce que le système continue de s'écrouler, et il faudra mettre quelque chose à la place. Alors, plus on sera prêt, mieux ça vaudra. Alors, vous savez quoi faire de votre semaine. Ah oui, bon, pour aujourd'hui, il faut écrire d'abord une notice sur M. Dallara et M. Lemierre dans Wikipédia. C'est très important qu'on sache, enfin qu'on puisse au moins savoir ce que ces gens font quand on regarde sur l'Internet. Et dans le un peu plus long terme, mais il faut aller vite quand même, essayer de comprendre comment ça marche. Alors la confusion, vous le savez, la confusion totale qui fait qu'on est dans l'état où on est, c'est d'avoir accepté, à la suite de M. Schumpeter, qui avait trouvé l'idée géniale chez M. Thornton, qu'on aurait mieux fait d'oublier effectivement au XIXe siècle, qu'on peut considérer n'importe quelle marchandise comme une monnaie, et que la seule question, une fois qu'on a pris une marchandise et qu'on a décidé que c'était une monnaie, la seule question qui se pose, c'est comment la rendre liquide. Et si on ne peut pas la rendre liquide, c'est-à-dire si on ne peut pas la vendre, mais simplement en réalité parce que le prix demandé n'est pas bon, et si on demande un prix pour une dette d'un pays quelconque et qu'on ne veut pas l'acheter à ce prix-là, c'est parce qu'on suppose du côté des marchés que ce pays va faire défaut et que donc l'argent ne sera pas payé entièrement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut avancer, en réfléchissant sur ces questions-là, comment exprimer tout ça clairement, de ne pas confondre les problèmes de solvabilité qu'on ne peut pas payer avec le problème de liquidité qui suffirait d'imprimer des billets pour que ça avance, etc. C'est à ce niveau-là qu'il faut que se débloque. Il faut que les économistes, ceux qui sont prêts à le faire, il faut qu'ils se mettent à carburer, qu'ils commencent à représenter les choses d'une manière qui soit utilisable, qui soit plus proche de leur fonctionnement réel. Voilà, j'arrête là pour cette semaine. Beaucoup de boulot en vue. À bientôt, à la semaine prochaine.